Nous nous retrouvons depuis le pavillon d'Armenonville. Smart Bourse, bien sûr, est présent pour couvrir le sommet du patrimoine et de la performance, le dernier grand rendez-vous de l'industrie, de la gestion, du conseil en gestion de patrimoine avant la pause estivale. À mes côtés, j'accueille le porte-parole de la gestion de la financière de l'Échiquier, Pierre Pubasset. Bonjour Pierre. Bonjour Merci Grégoire. beaucoup d'être avec nous depuis ce pavillon d'Armenonville. Alors je dis encore la financière de l'Échiquier, mais j'ai compris que le nom allait encore évoluer à partir de 2027, puisque 3 ans après la prise de participation de LBPM au capital de la financière de l'Échiquier, vous avancez encore plus loin pour annoncer la finalisation de ce projet avec une fusion totale qui va se mettre en place dans les prochains mois. Pierre, qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant que société de gestion? Qu'est-ce que ça va changer pour les clients? Et pourquoi avoir fait le choix maintenant d'aller au bout de ce projet de rapprochement? Bon, alors le choix, il est évident, c'est que finalement les 3 premières années ont été un succès. Les équipes ont finalement développé un certain nombre de projets collaboratifs et l'envie était d'aller plus loin, bien sûr, et plus rapidement, parce que finalement ce projet, il était quelque part dans les cartes. L'idée, qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça nous permet de énormément nous renforcer, puisque sous la marque LFDE IM, donc il va y avoir environ 75 milliards d'actifs sous gestion, donc plus de moyens, plus de compétences aussi, puisque finalement les activités historiques de la financière de l'Échiquier et de Tocqueville, qui sont de la gestion active, en grande majorité actions, vont être réunies avec d'autres expertises qui étaient détenues au sein de l'entité LBPAM, entre autres des actifs privés, du smart beta et beaucoup d'absolute return. Donc ça, finalement, est-ce que ça change pour nos partenaires? Finalement, ça va faire une offre qui va être beaucoup plus large. Et finalement, pour nous, ça va énormément nous simplifier, je dirais, la vie, puisque ça va nous permettre de pouvoir aller prendre dans cette boîte à outils beaucoup plus importante des solutions qui, jusqu'à maintenant, finalement, étaient compliquées à distribuer pour la financière de l'Échiquier, à cause, entre autres, de cette problématique de double marque. Sur le plan de l'investissement, est-ce que ça correspond aussi à un moment critique, je le dis comme ça, pour le financement des entreprises en France, en Europe, pour le financement de l'innovation, pour le financement de la souveraineté? C'est des sujets qui sont des sujets permanents aujourd'hui, Pierre. Oui, probablement, c'est plus de moyens, c'est plus de présence, c'est aussi renforcer en fait la distribution de toute notre gamme de produits, entre autres ceux qui étaient détenus sous l'ancienne LBPAM à l'international. Donc c'est plus de moyens effectivement à terme pour défendre tous ces sujets que vous avez évoqués. Bon, LFDE, IM, va falloir s'habituer, on n'aura plus le droit de dire l'Échiquier, mais on gardera quand même dans nos têtes, dans nos cœurs, quand même, ce qu'a représenté la financière de l'Échiquier tout au long de ces dernières années. Pierre, parlons des marchés. Un mot du premier semestre avant d'aborder évidemment les perspectives devant nous. On reste quand même frappé par la capacité de résilience, comme on dit, du marché, des économies, la capacité du marché notamment à traverser les chocs, les crises. Depuis plusieurs années maintenant, c'est le même constat et le premier semestre en a encore été un exemple avec une crise d'Ormuz, alors qui est peut-être pas totalement terminée au moment où on se parle, mais le marché lui a décidé qu'il fallait passer à autre chose. Je crois que le marché, il a décidé qu'il fallait passer à autre chose pour plusieurs raisons. D'une part, comme vous l'avez fait remarquer, finalement une assez bonne tenue des économies, plutôt des très bonnes surprises aux États-Unis sur la croissance bénéficiaire des entreprises, une Europe qui est un peu en demi-teinte, mais en fait, je pense que le marché maintenant se projette comme d'habitude. Et ce qu'il constate, c'est qu'il y avait deux risques importants qui l'inquiétaient énormément, qui sont en train de disparaître. Le premier, c'était une résurgence de l'inflation aux États-Unis. On voit bien que finalement, celle-ci ne se manifeste pas, donc le marché est rassuré. Pas dans une ampleur extraordinaire en tout cas. Non, pas dans une ampleur. Et puis de l'autre côté, ce risque de stagflation en Europe qui semble aussi s'amenuiser. Donc ces deux éléments, en fait, je pense, sont favorables et encouragent finalement les investisseurs à reprendre du risque. Et puis bien sûr, au milieu de tout ça, il y a ce cycle d'investissement historique, tourné alors vers différents sujets, mais tourné vers la technologie, tourné vers l'intelligence artificielle. Il y a un cycle d'investissement en Europe aussi tourné vers l'électrification, tourné vers la défense. Bref, il y a un cycle mondial d'investissement qui semble très puissant aujourd'hui, Pierre. C'est un driver important pour les marchés, mais ça rend aussi
les marchés peut-être un peu chauds parfois. Quelle est l'analyse que vous en faites, vous, chez LFD-EIM? Je ouais. prends un peu les devants, du coup, Pierre. Nous, notre analyse est assez simple. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus sélectif. Ah. C'est vrai qu'on l'a bien vu, ces thématiques que vous avez évoquées, entre autres l'intelligence artificielle. Finalement, dès qu'une entreprise parlait d'intelligence artificielle, d'une certaine façon, sa valorisation progressait, sans beaucoup de subtilité. Aujourd'hui, on voit bien que le marché est plus sur des sujets de monétisation, en fait, et effectivement, ça va devenir beaucoup plus segmentant. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a en sous-jacent, effectivement, une utilisation croissante de ces outils et une dynamique forte qui a entraîné le marché des semi-conducteurs, même s'il semble un peu respirer depuis quelques jours. Effectivement, ça reste une industrie cyclique, même si le cycle est sans doute prolongé par la force de ces investissements. Les semi-conducteurs restent une industrie cyclique. Comment on gère la volatilité de ce thème, la rotation qu'il peut y avoir dans ce thème de l'IA? Vous le dites, les semi-conducteurs respirent depuis quelques jours. On voit une tentative de retour des Max 7, des hyperscalers, etc., qui ont plutôt été en disgrâce au cours des mois précédents. Comment on gère ça dans les portefeuilles et comment on gère une stratégie de diversification qui semble aussi nécessaire, Pierre? Alors bon, je pense qu'on est assez instruit pour donner une bonne réponse, puisque la financière de l'échiquier est aussi un gestionnaire de fonds thématiques à travers son fonds d'intelligence artificielle depuis 2018 et son fonds sur l'espace depuis 2021. Donc on gère en étant très mobile, en fait. C'est-à-dire qu'il faut des équipes de gestion qui sont vraiment en permanence en train d'observer ce qui se passe. Des niveaux d'expertise toujours plus élevés, Pierre. Les sujets sont complexes, le space, l'IA, ça demande une expertise des équipes de gestion qui a peut-être jamais été aussi élevée sur des sujets très pointus, quoi. Oui, alors je pense qu'on peut pas. C'est difficile de se lancer. Il y a vraiment une barrière d'une certaine façon à l'entrée, qui est la connaissance et la compréhension, parce que en fait, c'est quand même des métiers avec énormément de complexité, énormément de sous-métiers, énormément de disruptions. Donc, il faut bien comprendre quelles sont ces disruptions, quels vont être les gagnants, quels vont être les perdants. Donc, effectivement, le sujet de l'expertise est absolument je dirais vital ou majeur. Ouais, bien sûr. Sur la diversification, alors au-delà des stratégies thématiques, dans un portefeuille un peu global ou dans une allocation, comment est-ce que vous gérez cette diversification nécessaire dans un moment où l'IA semble partout, ou en tout cas la diffusion, comme vous le dites, de cette technologie, dès que l'IA approche ou touche une entreprise, on voit tout de suite la valeur s'envoler. Comment on trouve de la diversification dans ces marchés? De la diversification, il y en a beaucoup en fait. Je dirais, j'aime bien parler de la diversification que représente le marché européen par rapport au marché américain, par exemple. On se rend compte que finalement, à la différence de 2000, qui était une période où on avait connu un engouement important pour la technologie, qui avait emporté le marché européen, puisque finalement, il y avait des titres qui en avaient fortement bénéficié. Je vais rappeler aux anciens les Nokia, les Ericsson, les Alcatel, les France Télécom. Enfin, ça rappelle des souvenirs. On voit bien que finalement, aujourd'hui, l'Europe finalement progresse, mais sur des secteurs ou sur des métiers qui sont différents. Et on le voit bien, puisqu'en fait, on constate que la prime de risque des marchés européens reste aujourd'hui beaucoup plus élevée que celle des marchés américains. Donc, première diversification, je pense que c'est la diversification internationale. Et je ne parle pas d'autres pays, du Japon, entre autres, qui nous paraît aussi un territoire intéressant. La diversification, elle peut être factorielle aussi. C'est vrai qu'il y a, on le constate, un certain nombre de compartiments qui se sont dévalorisés, en fait, et qui peuvent représenter des opportunités. Rapidement, la qualité, dont la prime s'est beaucoup réduite, en fait, par rapport au marché ces derniers semestres. Les petites et moyennes valeurs, effectivement, sur lesquelles aujourd'hui on traite avec des décotes en termes de PE en Europe par rapport aux grandes valeurs, ce qui est le cas depuis plusieurs semestres, mais ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est généralement pas un phénomène durable. Donc ça, c'est une opportunité. Et puis après, à l'inverse, il y a d'autres types d'actifs, et entre autres le crédit, sur lequel nous avons, grâce entre autres à l'expertise de LBPAM,
pu développer une solution dite Absolute Return, qui est une solution qui va, je dirais, au sein de la même stratégie, assembler plusieurs moteurs de façon à avoir une volatilité basse et une attente de performance. Dans un univers de crédit où là aussi, hein, les prix sont élevés, les spreads, les primes de risque sont serrées, on le voit, dès que ça s'écarte un petit peu, ça revient tout de suite très vite. Une stratégie flexible, c'est une stratégie adaptée à ce genre d'environnement et d'univers, Pierre? Ça l'a été ces dernières années, Ouais. ça nous semble rester. Il y a beaucoup de capacités d'adaptation. On peut passer en duration négative de façon élevée, mais on a aussi toute une série d'autres outils qui se rapprochent en fait de la gestion alternative et qui finalement, dans cette allocation, vont offrir une diversification qui va permettre de contrôler la volatilité qui est inférieure à 2% et avoir un SRI autour de 2. Et pour ces stratégies-là, effectivement, il y a beaucoup d'appétit, entre autres parce qu'il y a beaucoup de boosts toujours sur les fonds euros. Il y a, pour des clients prudents, il faut trouver des UC pour complémenter son allocation pour avoir ces boosts. Vous avez cité l'univers des small caps en Europe comme étant un bon axe de diversification aujourd'hui. Il y a évidemment une stratégie historique à la financière de l'échiquier tournée vers les small et mid cap. Pierre, il ne faut pas capituler sur cet univers coté, j'entends. Ça fait des années qu'on voit le private equity monter dans le financement des entreprises de taille petite ou intermédiaire, au détriment parfois justement de l'univers coté. Il ne faut pas lâcher sur ce plan-là. On ne le pense pas, en fait, et il n'y a aucune raison de lâcher. En fait, ces entreprises continuent à évoluer de façon très favorable. Ouais. Alors, bien sûr, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un territoire qui reste profond et sur lesquels, finalement, gérer une stratégie avec une quarantaine de valeurs, je dirais, et me semble rester extrêmement pertinent. Merci beaucoup Pierre. Pierre Puvasset qui est avec nous depuis le pavillon d'Armenonville pour ce sommet du patrimoine et de la performance, le porte-parole de la financière de l'échiquier.